Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du samedi 29 mai 2021. Et à la une de cette édition, une page spéciale depuis le lieu où a eu lieu l'attaque hier à la Chapelle-sur-Erdre. Je me trouve en effet sur place. Nous reviendrons sur les faits de l'attaque avec nos journalistes dans quelques instants. Et nous partirons à la rencontre d'habitants et de commerçants dans un instant. Le député de cette circonscription, Jesmar Luc, sera avec nous dans notre page spéciale. Il répondra à mes questions sur sa circonscription qui a été attaquée. Dans l'actualité également, la fin des demi-jauges dans les établissements scolaires, ce sera dès ce lundi. La vaccination est ouverte à l'ensemble des adultes dès ce lundi. Faudra-t-il donc vacciner les mineurs? L'Europe donne son feu vert. Réponse dans un instant. À l'étranger, Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda. Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité du génocide de 1993. Nous verrons cela dans un instant. Place à la fête des mères. Quelle histoire et quelle fête célèbre-t-on et depuis quand? Quels sont les cadeaux tendances et un peu plus traditionnels? Réponse dans un instant. Et c'est donc hier matin, vers 10h du matin, qu'un homme se dirige vers les locaux de la police municipale qui se trouve juste derrière moi, de la Chapelle-sur-Erdre, à proximité de Nantes. Ce dernier lui donne 2 coups de couteau, puis s'empare de son arme de service. Le résumé des faits avec notre journaliste Rodrigue Bedin. Les faits commencent vers 10h ce vendredi matin à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, en Loire-Atlantique. Un homme se présente dans le bureau de la police municipale de la ville, prétextant un problème de véhicule. L'individu s'en prend à la policière présente à ce moment et la poignarde de plusieurs coups de couteau. La victime, Catel, est grièvement blessée à la main et aux jambes. Elle est encore ce samedi soir hospitalisée en urgence absolue, sans pour autant que son pronostic vital ne soit engagé. L'agresseur a ensuite pris l'arme de la victime avant de prendre la fuite. Il abandonne finalement son véhicule quelques mètres plus loin, véhicule qui sera ensuite retrouvé accidenté lors de son interpellation. Mais entre sa fuite à pied après son accident et son face-à-face avec les gendarmes, le forcené s'est réfugié dans un logement privé où il séquestrera pendant plus de 2h30 une femme présente à l'intérieur. D'intenses recherches seront lancées pendant environ 3 heures pour retrouver l'assaillant. 240 gendarmes sont engagés, dont le GIGN de Nantes, ainsi que 3 équipes cynophiles et 2 hélicoptères surveillent l'endroit depuis le ciel. Vers 13h10, le suspect sort sur le balcon de l'appartement et aperçoit plusieurs gendarmes sur lesquels il va ouvrir le feu sans faire de blessés. Avant de sortir totalement de l'appartement, il se retrouve maintenant face aux gendarmes sur lesquels il va également tirer 3 à 4 coups de feu avec l'arme qu'il avait subtilisée à la victime. L'un des gendarmes est atteint au coude, l'autre au niveau du genou. Une 3e balle vient se ficher dans un gilet pare-balles. L'assaillant est quant à lui touché à l'abdomen lors de cet échange de tirs. Il décédera quelques minutes plus tard. On ne sait pas si l'homme a dit quelque chose lors des coups de feu et à ce stade, le parquet antiterroriste n'est pas saisi de l'enquête, mais il reste sur la réserve. Je me trouve à présent avec le député de la 5e circonscription de Loire-Atlantique, Jesmar Luc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 24 heures après l'attaque, l'émotion est toujours vive à la Chapelle-sur-Erdre. Quand je vous avais reçu dans l'entretien par visioconférence, vous nous aviez dit que votre circonscription était une petite France. Votre petite France est attaquée. Elle est attaquée, vous avez raison. Mais c'est arrivé à la Chapelle-sur-Erdre, comme ça aurait pu arriver dans n'importe quelle commune de France. C'est avéré que c'est ici, pas loin, non loin d'ici. Là, il faut savoir qu'on se trouve à la mairie et que la police municipale est juste derrière. C'est ça. Et la gendarmerie juste un peu plus loin. D'ailleurs, l'assaillant a fait le chemin entre la police municipale et la gendarmerie à pied. Voilà. Et d'ailleurs, il est passé ici, puisqu'il a garé sa voiture non loin de là. Après l'attaque, comment se sentent les habitants? Vous avez pu aller à leur rencontre? J'ai rencontré quelques personnes qui étaient abasourdies, qui étaient sous le choc, sous l'émotion de cette attaque dans leur commune, une commune qu'ils croyaient paisible, qu'ils croyaient épargnée. Et effectivement, il y a des gens qui m'ont appelé aussi parce qu'ils avaient de la famille sur place et qui étaient aussi sous l'émotion parce qu'ils se posaient la question de savoir pourquoi ici.
Alors, le ministre de l'Intérieur qui est venu 2-3 heures après de la fuite de l'assaillant qui a été retrouvé aux Perrières, dans le quartier des Perrières, à proximité de la gendarmerie. Alors Gérald Darmanin, qu'a-t-il évoqué ici lors de sa venue? Il a surtout remercié les forces de l'ordre Avec un courage, qui ont été exceptionnelles. Je dis bien exceptionnelles. J'ai été sur place très tôt, donc alors que l'assaillant venait d'agresser la policière municipale. Et donc il y a un dispositif qui a été mis en place qui était très efficace, coordonné parfaitement. Et il est venu sur place d'une part parce que c'est un événement gravité extrême, parce que toute la population de La Chapelle, de Loire-Atlantique et plus globalement de France était en émoi. Et il est venu également féliciter ses troupes, féliciter les forces de l'ordre, féliciter également la municipalité qui a été aussi exemplaire et qui a coordonné ses actions parfaitement avec les services de la préfecture. Donc et je pense que c'est important d'être aux côtés des Français pour un ministre. C'est important d'être aussi et de venir sur le terrain, remercier sur le terrain très rapidement avec Sarah El Haïry, secrétaire d'État Sarah El Haïry qui est venue et qui s'est rendue disponible. Pareil. Avec François de Rugy qui était présent également. Voilà. Donc les élus étaient là pour féliciter les forces de l'ordre pour leur formidable travail. Alors aussitôt après, quelques minutes, quelques heures après l'attaque, la sphère politique s'est emparée également des réactions. Celle de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, est-ce qu'elles s'opposent ou elles se complètent? Ce sont des phrases qui sont inappropriées. Lorsqu'effectivement il arrive à un événement de cette gravité, avant de faire de la politique, avant de tirer des conclusions, de vouloir en tirer une exploitation politique, que ce soit pour l'aspect psychiatrique pour M. Mélenchon ou que ce soit pour les faits de radicalisation pour Mme Le Pen. Je crois que ce sont des phrases jetées en l'air. Elles sont jetées en l'air. Elles devraient, s'il doit y avoir un débat, il peut arriver. Mais après il doit arriver après l'enquête, après avoir analysé tous les faits. Et je crois en plus qu'il se trompe. Voilà. Merci beaucoup Jesmar-Luc, député donc de la 5e circonscription, d'avoir réagi avec nous au lendemain de l'attaque. Et donc un grand courage à toutes les forces de l'ordre. C'est bien le mot que nous a indiqué le député. Merci à tous. Et à présent, le profil de l'assaillant connu pour des faits de vol à main armée. Il est sorti de prison en mars 2021. Il y était entré en 2013. Voici ce reportage signé Mikey Suplan. Né à Saint-Nazaire, il habitait à La Chapelle-sur-Erdre. Un individu de 39 ans agressé à coups de couteau une policière municipale à La Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique ce vendredi matin. En 2016, il a été diagnostiqué schizophrène sévère. Le samedi 9 mars 2013, il a été condamné pour vol à main armée et pour séquestration. En 2015, il a fait une tentative d'évasion et c'est à ce moment où il s'est radicalisé. En 2021, il a été libéré et vendredi après l'agression, l'homme a été interpellé et a blessé 2 policiers au pistolet. Il les a blessés aux mains et un autre en état de choc. Le suspect est mort un peu plus tard dans les locaux de la brigade d'un arrêt cardiaque. Les policiers n'ont pas arrivé à le réanimer. Au total, 180 gendarmes ont été mobilisés. Et de retour en plateau, à présent, le cap des 20% de la population majeure ayant reçu 2 doses a été franchi ce vendredi avec 684 907 injections ces dernières 24 heures.
La fin des demi-jauges dans les établissements scolaires, notamment les collèges, se fera lundi. Et aujourd'hui a eu lieu un concert test à l'Accor Hotel Arena de Paris avec le groupe Indochine. Voici le résumé de la situation sanitaire avec Noé Zislin. En France, les statistiques sont très encourageantes. Le taux d'incidence du coronavirus en France avoisine les 100 cas pour 100 000 habitants et toutes les régions, à part la Guyane, qui a un taux de 320 et qui subit de lourdes restrictions, ont leur taux inférieur à 150. Niveau vaccination, un tiers des Français, tout âge confondu, soit 25 millions, sont primo-vaccinés, c'est-à-dire avec une dose, et 11 millions d'entre eux ont eu leur deuxième dose. Plus de 75% des Français de plus de 65 ans ont eu leur première dose et 50% des personnes de cette tranche d'âge sont complètement vaccinées. C'est un peu moins pour les majeurs de moins de 65 ans, seulement la moitié ont eu leur première injection et 25% de cette tranche d'âge ont eu leur deuxième passage. D'ailleurs, le régulateur européen a validé l'utilisation du vaccin Pfizer pour les mineurs entre 12 et 15 ans, mais aucune information n'a été communiquée pour les 15-18 ans. Le nombre de patients demandant un suivi médical baisse aussi, avec 17 000 personnes hospitalisées et 3 000 en réanimation. Après la première phase, le 3 mai, qui a permis d'ouvrir les écoles et de déconfiner le pays en journée, ainsi que la deuxième phase, survenue le 19 mai et qui a décalé le couvre-feu à 21h, mais surtout a ouvert les commerces non essentiels, les citoyens attendent le 9 mai, troisième phase du plan de réouverture du pays proposé par le gouvernement. Elle consistera à l'ouverture des cafés et des restaurants en intérieur, des salles de sport et au décalage du couvre-feu à 23h, ainsi que la tenue de certaines foires, fêtes et lieux de culture dans la limite de 5000 personnes avec leur passe sanitaire. Et pour le 30 juin, fin de la grande majorité des mesures restrictives et supposée sortie de crise en France. D'ailleurs, ce pass sanitaire, parlons-en. Il sera instauré le 9 juin et combinera test PCR, preuve de vaccination ou preuve de rétablissement au Covid. Il sera demandé lors des grands rassemblements de 1000 personnes et de moins de 5000 jusqu'au 30 juin. Il ne touche pas à la vie quotidienne, comme les grandes surfaces, mais plutôt aux loisirs et les lieux de culture, par exemple. Il sera disponible en papier, mais surtout sous forme numérique avec l'application Tous Anti-Covid et il sera valide dans toute l'Europe. Après 110 000 décès, la France peut apercevoir le bout du tunnel pour ses grandes vacances qui annoncent le grand retour des touristes sur ces régions touchées de plein fouet par la pandémie. Et à présent, où Emmanuel Macron, ce jeudi, a rendu une visite officielle au Rwanda afin de faire un pas vers la réconciliation des deux pays, 27 ans après le génocide arménien qui a fait plus de 108 000 victimes. Il a affirmé être venu pour reconnaître les responsabilités de la France. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle doit avoir celui de regarder la France en face d'elle et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais, a-t-il déclaré. Le président de la République du Rwanda semble satisfait des mots employés par le président de la République française. C'était un discours puissant, ses paroles avaient plus de valeur que des excuses, a-t-il affirmé à de nombreux médias rwandais. Tous les parents connaissent le bonheur, le petit cadeau de leurs enfants pour la fête des mères et la fête des pères. Un joli dessin, une poésie, des fleurs ou même un collier de nouilles. Même si c'est pas ce cadeau-là, vous l'appréciez toujours, j'en suis sûr. Regardez ce reportage magazine de cette édition avec Maïké Suplan et Guillaume. La fête des mères fait partie des célébrations les plus populaires, aussi bien dans l'Hexagone que dans le monde entier. Il s'agit d'une journée unique où l'on peut célébrer la personne qui nous a donné la vie. Dès le plus jeune âge, les enfants laissent parler leur créativité à l'école pour offrir des cadeaux inoubliables à leur maman. En grandissant, la tradition des cadeaux perdure et ce tout au long de la vie. Une livraison de fleurs, un bijou, un coffret de beauté. Il y a de nombreuses façons de faire plaisir et peu importe son budget, c'est l'intention qui compte. Pour faire plaisir à sa maman à l'occasion de la fête des mères, un bouquet de fleurs permet de lui témoigner toute sa tendresse et son affection. Le bijou, coloré avec des motifs floraux ou encore minimalistes, différents types de bijoux existent et entre les boucles d'oreilles, bracelets, bagues et autres colliers, il y a de quoi ravir votre maman. Le panier gourmand,
Sorte de panier surprise, le panier gourmand réunit divers produits raffinés, souvent d'une même région, Bretagne, Sud-Ouest ou Alsace, ou encore d'une même thématique, sucré, salé, thé. La création de la fête des mères est souvent associée au maréchal Pétain. La fête des mères telle que l'on la connaît aujourd'hui existe en effet depuis bien plus longtemps. Si elle dispose d'un grand potentiel commercial, on peut donc constater qu'elle n'a pas été pensée à cette fin-là à l'origine. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un grand rendez-vous incontournable du mois de mai, et cette année encore, de nombreuses mamans y seront célébrées. Tout de suite, voici les prévisions météo de Pierre-Emmanuel Alter qui nous annonce du soleil et de la chaleur pour les prochains jours. Regardons cela ensemble. Demain matin, vous retrouverez enfin des conditions estivales. Soleil sur les 3/4 du pays, passage nuageux à l'ouest jusqu'au ciel méditerranéen. Côté température, elles seront bien agréables en milieu de matinée, allant de 16 degrés à Clermont-Ferrand jusqu'à 24 degrés à Perpignan. En deuxième partie de journée, vous conserverez un temps relativement ensoleillé malgré quelques cumulus par-ci par-là et des orages qui pourront éclater sur les reliefs alpins et méditerranéens. En fin d'après-midi, il fera au plus fort de la journée 20 degrés à Brest, 22 à Paris et 25 à Lyon. Enfin, pour votre début de semaine, soleil au nord lundi et mardi, mais des orages gagneront le sud-ouest du pays pour envahir une grande partie du pays mercredi et jeudi, tout en restant assez locaux. Les températures montreront, eux, un fléchissement dans le sud de la France après une belle journée de lundi. Elles repasseront même sous les barres des 20 degrés en fin de semaine au nord. Fin de cette édition. Rendez-vous à 18h sur On Podcast pour un tout nouveau podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute. Restez avec nous sur AR1. Vous retrouverez l'information qui se poursuit sur nos réseaux sociaux AR1 Info. Dans 15 jours, le retour de l'information, ça sera Steven Combe. Je vous dis à samedi prochain. Dans l'entretien, l'émission se décline en version présidentielle et élyséenne. Je vous retrouverai aux côtés de Jean-Frédéric Poisson, candidat à l'élection présidentielle. Nous reviendrons sur son programme et sur ses propositions pour se présenter donc à l'élection présidentielle. Je vous retrouve pour l'entretien présidentiel ce samedi à 10h sur AR1. Merci, bonsoir. Présidentiel. Dans ce premier numéro, je recevrai Jean-Frédéric Poisson, candidat à l'élection présidentielle de 2022. Ensemble, nous évoquerons son programme envers la jeunesse, mais aussi envers la sécurité de notre pays et l'ensemble de ses propositions pour l'élection présidentielle. Retrouvez donc l'entretien de Jean-Frédéric Poisson ce samedi 5 juin à partir de 10h sur AR1.